Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui sont positifs en Europe à mi-journée. Mais les gros mouvements, les grandes tendances restent celles des marchés obligataires avec un niveau de rendement symbolique atteint par le 10 ans allemand aujourd'hui. 1% pour le 10 ans allemand de rendement positif. Bien sûr, ça n'était plus arrivé depuis 2015 en zone euro pour la dette allemande à 10 ans. Nouveau signe donc de cette correction obligataire qui se poursuit. On voit 2% désormais sur le 10 ans britannique et on a vu que le 10 ans américain avait touché hier le niveau, là aussi symbolique, des 3%. Phénomène de correction obligataire qui est entretenu évidemment par l'agressivité toujours plus importante des banques centrales. On l'a vu encore ce matin avec la Banque centrale d'Australie qui a moins de 3 semaines maintenant d'élections législatives fédérale importante dans le pays, n'a pas hésité à surprendre le marché avec une hausse de taux plus importante que prévu de 25 points de base quand le marché attendait une hausse de taux de seulement 15 points de base de la part de la Banque d'Australie. Alors évidemment, la Banque d'Australie, ça paraît très très loin, mais ça confirme l'idée qu'on est toujours dans un risque de surprise hawkish à la hausse du côté des banques centrales alors que la Fed va entamer sa réunion de 2 jours cet après-midi. Qu'est-ce qui ressortira de ce comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine demain soir? Discussion à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché, nos invités de l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. Et puis on notera qu'une autre grande banque centrale est attendue ce jeudi, la Banque d'Angleterre qui a déjà monté ses taux 2 fois consécutives et une nouvelle hausse de taux est attendue encore du côté de la Bank of England ce jeudi. Voilà donc pour les sujets du jour et puis la partie micro avec la saison des résultats et des publications d'entreprise qui se poursuit. Les grandes banques européennes sont attendues tout au long de la semaine et BNP Paribas a offert une publication impeccable au marché avec des résultats qui sont très supérieurs aux attentes. On notera notamment que les revenus dans la partie banque d'affaires et d'investissement ont progressé de près de 30% sur le trimestre écoulé et puis les revenus spécifiques liés au trading obligataire de devises et de matières premières ont progressé eux de quasiment 50%. Le titre BNP Paribas fait partie des plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris. Toujours beaucoup de nervosité, d'incertitude dans le marché, de stress. Je rappelle qu'on a vécu hier une séance avec un mini flash crack sur les indices européens. On reste donc dans cette ambiance un peu compliquée. Néanmoins, c'est du vert sur les marchés européens à mi-journée. Les infos clés avec Alix Nguyen. Après un recul d'1,7% hier, le CAC reverdit. Plus globalement, l'ensemble des places européennes, excepté Londres, progressent sous l'effet d'une bourse de New York qui terminait la séance d'hier par un rebond. Sur le marché obligataire, on relève que le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans a franchi le seuil d'1% pour la première fois depuis 2015. Son équivalent américain a pour sa part dépassé le seuil des 3% pour toucher son plus haut niveau depuis 2018. On retient par ailleurs que ce matin, la Banque d'Australie a relevé son principal taux directeur d'un quart de point à 0,35%, une première depuis 2010. L'institution a aussi prévenu que d'autres hausses suivront. Aujourd'hui, la Fed entame une réunion de 2 jours de son comité de politique monétaire. Les marchés anticipent une hausse d'un demi-point et le début de la réduction de son bilan. La Banque d'Angleterre devrait suivre jeudi avec un relèvement d'un quart de point de ses taux d'intérêt. À Hong Kong, aujourd'hui, l'heure était au roller coaster. L'action d'Alibaba a chuté de plus de 9% après l'annonce par les médias d'État de mesures prises par les autorités chinoises à l'encontre d'un individu portant le nom de Ma. Des pertes effacées après un communiqué de la police locale signalant qu'il s'agissait d'un homonyme. Sur le plan des indicateurs, en mars, dans la zone euro, les prix à la production ont flambé de 36,8% sur un an. C'est un nouveau record. À noter que cet après-midi, 2 indicateurs américains animeront la séance, les commandes à l'industrie de mars et les commandes de biens durables. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, au premier trimestre, BNP Paribas dépasse largement les attentes. Sa division banque de financement et d'investissement s'est imposée en tant que moteur du groupe bancaire. Avec des revenus en hausse de plus de 28%, le groupe maintient l'ensemble de ses cibles financières à horizon 2025. Crédit Agricole et Société Générale progressent. Et puis on remarque qu'à la peine
gagne hier. Les autres valeurs cycliques rebondissent. ArcelorMittal, Renault et Stellantis avancent dans le vert. Tendance, mon ami, les infos clés de marché 2 fois par jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen sur Bismart. Et c'est Bastien Dreux qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'attendre de la décision de la Réserve fédérale américaine demain soir? On va essayer de répondre à cette question avec vous Bastien, mais juste pour resituer un petit peu l'ambiance au sein des banques centrales mondiales aujourd'hui. Alors évidemment la Fed ne joue pas dans la même catégorie que les autres, mais c'est vrai que les dernières décisions, et celle encore ce matin de la Banque centrale d'Australie, montrent qu'on est toujours dans une séquence de risque de surprise à la hausse en termes d'agressivité dans le discours et dans les décisions des banques centrales. Allô ? Oui, Bastien. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas le retour plateau jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Non, je disais, oui. On est toujours, quand on voit la décision de la Banque centrale d'Angleterre ce matin, on est toujours dans une séquence où le risque est à la hausse en termes d'agressivité dans la communication et dans les décisions des banques centrales. Non mais très clairement, on est vraiment dans une phase de durcissement global des politiques des banques centrales et en fait on le voit littéralement chaque jour. Donc ce matin, comme vous venez de le dire, c'était la Banque centrale australienne qui a remonté ses taux plus que prévu et qui a aussi annoncé le début de la réduction de la taille de son bilan. Demain, ça sera la Fed. Jeudi, ce sera la Banque d'Angleterre. Donc, littéralement, chaque jour, on a un nouveau durcissement de la politique des banques centrales. La semaine dernière, c'était aussi la Banque centrale suédoise. Donc, en fait, on a quasiment toutes les banques centrales du monde qui sont confrontées à une inflation élevée, voire très élevée en même temps, et qui sont en train de prendre un virage très marqué des politiques monétaires qui deviennent bien plus restrictives. Et là, on est vraiment dans une sorte de changement de monde, et ça se ressent bien de toute façon sur les marchés obligataires. Alors, dans ce contexte, la Fed va continuer son cycle de relèvement de ce taux directeur, ce cycle qu'elle avait commencé en mars. En mars, la Fed avait remonté ce taux directeur seulement de 25 points de base. Ils avaient très envie de remonter les taux directeurs de 50 points de base, mais ils n'avaient remonté les taux que de 25 points de base à cause de l'incertitude qui avait été créée par la guerre en Ukraine. Et donc demain, on devrait avoir cette première hausse de taux de 50 points de base qui est assez finalement qui serait assez historique parce que la dernière fois qu'on a eu une hausse de taux de 50 points de base, c'était Alan Greenspan qui était aux manettes de la Fed et c'était en 2000, donc c'était il y a 22 ans, donc il y aurait quand même un côté historique dans cette hausse de taux de 50 points de base. Et en fait, pourquoi 50 points de base? Jérôme Powell a vraiment contribué à créer cette attente, notamment lorsqu'il est passé au FMI, aux rencontres annuelles du FMI il y a 2 semaines. Il a vraiment indiqué que la hausse de taux devrait être de 50 points de base. En fait, maintenant, la vraie question qui se pose sur les taux directeurs, c'est quels vont être les éléments de langage pour les prochains comités de politique monétaire et notamment, est-ce que la Fed va envoyer le signal qu'elle serait ouverte à une hausse de taux de 75 points de base pour le comité de politique monétaire de juin. On a le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a évoqué cette hausse de taux de 75 points de base récemment. Et en fait, bon, il faut quand même se rendre à l'évidence, sur les 12 derniers mois, James Bullard a été vraiment toujours en avant sur le FOMC, ça a été en avant sur le tapering, a été en avant sur la réduction du bilan, a été en avant sur le retour au taux neutre, en avant sur la hausse de taux de 50 points de base. Donc il a été fiable. Dans cette séquence-là, il a été fiable. Parfois, le problème de Bullard, c'est qu'il est tellement en avance qu'il se retrouve presque trop isolé et que finalement, le FOMC ne suit pas forcément ses indications, ou en tout cas le côté pionnier qu'il peut avoir. Cette fois, il a été fiable. Il a été fiable en fait sur quasiment tout le temps sur les 12 derniers mois, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les années qui avaient précédé. Mais en tout cas, sur les 12 derniers mois, il a vraiment été en avance sur les autres et finalement, c'est le reste du FOMC qui s'est rallié à lui quasiment à chaque fois. Donc le fait qu'il évoque cette hausse de taux de 75 points de base pour les prochains comités de politique monétaire, ça indique que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Surtout que Jérôme Powell, il y a 2 semaines, a quand même indiqué qu'il était ouvert à l'idée de front-loader, c'est-à-dire de concentrer les hausses de taux assez rapidement dans le temps. Donc ça indique que c'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Et
justement, c'est ça qu'il faudrait essayer de voir dans le discours, enfin dans la conférence de presse de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va se montrer ouvert à encore plus de hausse de taux directeur que ce qui est anticipé? Cette stratégie du front-loading, comme vous dites, Bastien, quels enseignements est-ce qu'on peut en retirer? L'idée que la Fed veut rattraper son retard le plus vite possible. L'idée peut-être sous-jacente également que le faire vite et fort, ça vaut mieux que d'attendre trop longtemps, parce que dans 6-9 mois, peut-être que les conditions seront un peu moins alignées pour permettre à la Fed de resserrer. La Fed, elle est historiquement en retard sur les deux mandats. L'inflation aujourd'hui, elle est à 8,5 aux États-Unis. Les prêts à la production, c'est plus de 11% de hausse sur un an. Le taux de chômage indemnisé, il est au plus bas historique en fait. Donc il faut agir maintenant. Et donc là, il y a une fenêtre d'opportunité vraiment très bonne pour la Fed. Surtout que la croissance américaine tient vraiment bon pour le moment, malgré le durcissement des conditions monétaires qui a déjà pu y avoir, tout ce changement de communication de la Fed sur ces derniers mois, ça a vraiment amené un durcissement des conditions financières. Les taux de crédit immobilier sont beaucoup plus élevés, ça a dépassé 5% pour le 30 ans pour les taux de crédit mortgage. On a eu aussi la hausse du prix des matières premières, et malgré tout ça, on a quand même une consommation qui tient bien pour le moment aux États-Unis. Donc là, c'est tout l'intérêt pour la Fed d'y aller maintenant. Mais l'un des éléments quand même frappants sur ces derniers mois, c'est que on peut voir, enfin on va dire sur les 6 derniers mois, c'est que les dépenses de consommation, elles sont en train de croître à un rythme qui est beaucoup plus rapide que les revenus. C'est notamment du fait de l'inflation, évidemment. Et c'est une situation qui n'est pas nécessairement durable sur le moyen long terme. C'est pas une situation qui peut perdurer sur le moyen long terme. On a pu voir aussi sur les dernières semaines et sur les derniers mois une très forte accélération du crédit à la consommation, et c'est vraisemblablement parce que les ménages avec les revenus les plus faibles ont dû emprunter pour pouvoir suivre le rythme la hausse, le rythme de la hausse des prix, et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement durable. Donc c'est pour ça qu'il faut agir sur l'inflation avant que ça pose un vrai problème en termes de consommation un peu plus tard dans le cycle. Ouais. La nouveauté, en plus des hausses de taux, 50 points de base sans doute au minimum demain soir, peut-être 75 points de base au meeting suivant. Bastien, ça va être la réduction du bilan, bien sûr. Alors, est-ce que cet outil va être utilisé dès demain soir et quels sont les effets de marché attendus à partir du moment où la Fed va se mettre à réduire réellement son bilan? Alors on parle de non-réinvestissement, mais ça participe d'une baisse du bilan de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois selon les indications qui ont été signalées. Oui, donc là, on devrait avoir c'est une très forte probabilité pour qu'on ait une annonce de la réduction du bilan demain soir. Ce qui a été indiqué dans les dernières minutes du FOMC, c'est que le rythme de réduction du bilan serait de 95 milliards par mois, et ce qui fait un rythme de réduction du bilan quand même 2 fois plus rapide que la précédente politique de réduction du bilan qu'il y avait eu entre 2017 et 2019. Donc c'est un rythme qui est assez conséquent. Alors après, la question c'est quels sont les impacts de marché. Quels sont les impacts sur les taux longs? Bon, là, j'ai envie de dire, les taux longs n'ont pas vraiment attendu la réduction du bilan pour monter. On a un taux 10 ans qui est aux alentours de 3% aujourd'hui. Et ces derniers temps, les taux longs, ils réagissent surtout aux variations quand même très violentes qu'il peut y avoir sur les anticipations de Fed Funds. Le chemin de Fed Funds anticipé par le marché a été revu à la hausse quand même très régulièrement ces dernières semaines. Donc là, c'est quand même ça l'élément le plus important pour l'évolution des taux longs. Maintenant, quand on va regarder l'évolution de l'offre des titres du Trésor, ce qui était très intéressant, c'est que le Trésor américain a publié hier son programme d'émission pour le 2e et le 3e trimestre de cette année. Et là, il se passe quelque chose quand même de très intéressant, c'est que pour la première fois depuis 2016, le Trésor américain ne va pas emprunter sur le marché et même le stock de titres du Trésor va baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les recettes fiscales ces dernières semaines, ces derniers mois ont été largement au-dessus des attentes, et notamment parce que la croissance a été
extrêmement bonne sur 2021. Les salaires ont aussi progressé sur les derniers mois, on en a déjà parlé très régulièrement, et ça implique des recettes fiscales qui sont bien plus importantes que prévu. Alors maintenant, quand on regarde le programme d'émission donc du Trésor, des émissions de titres du Trésor sur le T2 et sur le T3, il va être largement revu à la baisse. Et finalement, le fait que la Fed remette sur le marché, donc ça serait 180 milliards de titres du Trésor par trimestre, mais finalement, ça va permettre de compenser à peu près la baisse des émissions de titres du Trésor de la part du Trésor, et on ne devrait pas, pour le moment, avoir de choc significatif d'offres en ce qui concerne les titres du Trésor. Donc là, vraiment, ce qui va jouer le plus pour l'évolution des taux longs, ça sera les anticipations de taux courts, c'est ça qui va être le plus important. Maintenant, sur le marché action, là aussi, il y a déjà eu un impact très fort sur les marchés actions, parce que les deux grandes phases de baisse des marchés actions américains cette année, elles ont été provoquées les deux fois par de nouvelles informations sur la réduction du bilan. Il y avait eu un épisode début janvier, il y a eu un épisode début avril, et les deux fois, on a eu, ces nouvelles informations sur la réduction du bilan ont impliqué une phase baissière. Donc il y a déjà eu un fort impact sur les marchés actions. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il y ait 95 milliards de retrait de liquidité chaque mois, évidemment, c'est un facteur défavorable pour les marchés d'actifs risqués pour le reste de l'année. Merci beaucoup Bastien. Merci pour votre analyse avant la décision de la Fed demain soir. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bon, regardons la situation avec l'œil de l'investisseur. À présent, Hubert Lemoine est à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, directeur des investissements de Shelcher Prince Gestion. Bonjour et bienvenue Hubert. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous dans le sillage de l'exposé de Bastien, très complet. Comment vous regardez la situation de marché sur le plan obligataire, notamment par rapport aux informations disponibles aujourd'hui ? Alors très clairement, on a, et Bastien le rappelait très bien, les anticipations de normalisation monétaire sont très fortes aux États-Unis. On attend un peu plus de 10 hausses de taux jusqu'au début de l'année 2023. Et donc, même si on s'inquiète un petit peu du rythme, à savoir si c'est 0,50 ou 0,75 centimes demain soir, qui correspondra à la décision d'ajustement du taux court de la Réserve fédérale américaine, on imagine qu'on a des taux qui vont converger début 2023 vers un niveau de 3%. Voilà. Et aujourd'hui, on a une courbe, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du 2 ans américain, on a des taux qui sont tous à peu près autour de 3%, ce qui veut dire que globalement, on devrait arriver en début d'année avec une courbe relativement plate et que, quelque part, le ralentissement du rythme de croissance de l'économie commence à être pricé par les marchés. Voilà. Et donc, c'est peut-être ce qui pourrait modérer un petit peu la Réserve fédérale américaine dans ses velléités de normalisation. En tout cas, ce qu'il est important de constater, c'est qu'elle reprend la main et qu'elle se donne des cartouches pour une éventuelle crise future. Voilà. Mais à un moment, effectivement, alors le timing de ce moment est important, mais difficile à définir, mais vous dites, à un moment, oui, la Fed ne sera plus aussi agressive qu'elle l'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un rythme d'inflation qui est très élevé. Ouais. Il nous semble qu'il y a beaucoup d'arguments pour militer pour un point haut, en fait, sur ces niveaux d'inflation. Et pour le coup, très vraisemblablement, ça pourrait pousser la Fed au cours du troisième trimestre à revoir un tout petit peu sa volonté de normaliser les taux à la hausse. Voilà. Donc on a l'impression en tout cas qu'il y a pas mal d'éléments pour justifier ce pic d'inflation, notamment le ralentissement en Chine, qui est très important. Pour le coup, on l'a vu au travers des indicateurs PMI chinois qui sont tombés ce matin et qui étaient très faibles. On le constate aussi en Europe avec une inflation subie qui, pour le coup, fait très clairement baisser les perspectives de croissance en zone euro. Et inévitablement, alors c'est un peu moins prégnant aux États-Unis parce qu'il y a une croissance des salaires et donc, pour le coup, il y a une capacité à consommer, une illusion du salaire nominal qui pousse les Américains à continuer à consommer, à continuer à s'endetter. Et vraisemblablement des éléments qui peuvent peut-être un petit peu se calmer. Voilà. Oui, la partie chinoise, c'est intéressant parce que beaucoup regardent évidemment de très près là aujourd'hui ce ralentissement chinois qui n'en finit plus. Oui, à un moment, ça se verra dans l'inflation globale mondiale.
Quand on sait le poids de la Chine, notamment sur les marchés de matières premières, par exemple. Très vraisemblablement, et surtout ce qu'on constate, c'est que historiquement, la faiblesse du yuan et puis la force du dollar ont été des facteurs effectivement désinflationnistes. Et donc, aujourd'hui, le dollar apparaît comme le grand vainqueur de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et puis d'une croissance économique qui reste encore à peu près immune face à la crise européenne que l'on connaît ou à la crise chinoise actuelle avec le retour de la pandémie. Donc voilà, donc on est vraiment dans un contexte où finalement cette force du dollar pourrait calmer un petit peu les forces inflationnistes et pour le coup, en tout cas dans une deuxième partie de l'année, modérer un petit peu la volonté de normaliser de la Réserve fédérale américaine. Bon, et quand on anticipe ces phénomènes de stabilisation, effectivement, ces stabilisateurs automatiques d'une certaine manière, ces forces de rappel par rapport à l'envolée de l'inflation, en termes de stratégie d'investissement, à la fin de la journée, quand il faut prendre des décisions, est-ce qu'on est toujours autant positionné pour le risque inflation, c'est-à-dire être peut-être très à l'écart des marchés obligataires, de la correction des marchés obligataires, ou est-ce que déjà on est dans l'anticipation de ce qu'on est en train de décrire, qui est peut-être le chapitre suivant là pour le schéma macroéconomique mondial? Alors, vous avez un marché d'anticipation d'inflation que vous pouvez jouer et que vous pouvez investir dans vos fonds obligataires ou fonds multistrates. Et donc, pour le coup, on est sorti de ces stratégies d'anticipation à la hausse de l'inflation. Et ce qu'on constate d'ailleurs depuis 2-3 semaines, c'est que ces anticipations ont plutôt tendance à refluer. Et devant cette normalisation accélérée de la Réserve fédérale américaine, et devant aussi, et c'est le cas depuis février, fin février aussi avec la crise ukrainienne, on constate qu'il y a un reflux de ces anticipations d'inflation. Donc on sent bien que c'est plus forcément totalement d'actualité, qu'il y aura un petit peu moins de momentum aujourd'hui sur ces stratégies. On imagine aussi que finalement la perception, le sentiment de richesse des ménages avec la baisse des actifs risqués peut peser un tout petit peu aussi sur cette volonté, ces velléités de consommation et sur ces perspectives inflationnistes. Donc ça fait très clairement pas partie des stratégies que l'on implémente aujourd'hui dans nos portefeuilles. Et pour le coup, alors qu'on était plutôt très court en sensibilité taux de duration dans nos portefeuilles, là on a tendance à les augmenter de façon importante pour essayer de capter justement ces niveaux de 3% que vous évoquiez sur le 10 ans américain. Et on essaye de le faire peut-être de façon un petit peu plus, j'allais dire intelligente, mais c'est un peu prétentieux, mais en tout cas en utilisant le dollar comme monnaie de protection, en mode risk-off. Voilà, donc le dollar pour nous est un moyen, s'il y a un ajustement monétaire encore plus dur qui pousse les taux longs à monter plus haut, on aura le dollar pour nous protéger. Et donc c'est intéressant pour nous de se positionner sur le 10 ans en ayant... Sans être couvert du change. Exactement. Et parce que le marché est, vous le savez mieux que moi, mais parfois un peu binaire et parfois un peu violent dans ces renversements. L'idée hier, c'était celle de la reflation devenue le risque inflationniste. Est-ce que, de manière assez binaire, le coup d'après, c'est l'anticipation d'une récession? Est-ce qu'on passe d'un état à l'autre aussi rapidement? Ou est-ce qu'on est pour l'instant dans une forme d'entre-deux? Racheter ou reprendre de la duration sur l'obligataire américain, ça peut être vu aussi comme une position favorable si demain l'économie baisse beaucoup plus vite que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on ne pense pas être dans une perspective récessionniste. D'accord. C'est pas ce schéma-là qui vous guide? Non. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on parle plutôt de milieu de cycle. En Europe, le ralentissement risque d'être un petit peu plus prononcé avec effectivement la crise de l'énergie et donc cette inflation qui est très subie. On constate quand même en Europe cette inflation salariale qui commence à démarrer et donc j'imagine que c'est cette inflation salariale qui existe déjà aux États-Unis et qui favorise très clairement les couches sociales les plus défavorisées. Qui entretient cette illusion nominale, cette consommation. D'entretenir la consommation et va permettre en tout cas de pérenniser un petit peu la croissance réelle. Et donc, effectivement, il y aura vraisemblablement une différence entre croissance des actifs financiers et croissance réelle. Ouais. Et donc, le Bund à 1%, c'est légitime? Alors, on ne l'a pas vu depuis 2015. 2015, c'était le coup d'envoi du QE, il faut s'en souvenir.
Vu les niveaux d'inflation, alors la balle maintenant est dans le camp de la BCE. Enfin, je participe un tout petit peu parce que effectivement la Fed parle demain. Mais si on va un cran plus loin, effectivement, 9 juin la BCE. Le 9 juin la BCE parle. Et pour le coup, elle va être obligée quand même d'agir un tout petit peu, même si le contexte est beaucoup plus compliqué, puisque la crise énergétique pèse beaucoup plus sur la croissance européenne, sur les perspectives de croissance européenne qu'aux États-Unis. Donc l'exercice est plus compliqué. Inévitablement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'avantage des États-Unis, c'est de reprendre un petit peu la main pour la prochaine crise. La BCE ne l'a pas encore fait et elle manquera peut-être d'outils si jamais on retourne en récession, ce qui n'est pas du tout notre scénario. Oui, et puis l'idée que investir en dollars sans être couvert du change, c'est aussi en creux l'idée de la faiblesse de l'euro aujourd'hui, qui devient peut-être même un sujet important pour la Banque centrale européenne. C'est clair qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Ça vient alimenter effectivement l'inflation européenne, hein, donc elle est obligée de ce point de vue-là de réagir aussi un tout petit peu. Et on peut penser aussi qu'on a eu pendant des années des taux négatifs et on n'a pas eu forcément une stimulation de la croissance extraordinaire. Donc je ne suis pas persuadé qu'effectivement une remontée des taux puisse casser la croissance de façon importante. Et ça poussera peut-être même les agents économiques à anticiper leurs achats ou leurs investissements dans la perspective de hausse des taux que l'on pourrait voir à l'avenir. C'est ce qu'on a vu derrière le mauvais chiffre de croissance aux États-Unis au premier trimestre, il y avait cette résilience de la consommation et il y avait cette poursuite de la dynamique des investissements privés, notamment du CAPEX. Hein. Donc il y a quand même... Complètement. Il y a des enjeux d'investissement très forts aussi pour les entreprises des pays développés qui, pendant de nombreuses années, ont délocalisé leurs investissements. Aujourd'hui, avec tous les enjeux environnementaux, effectivement, il y a une volonté de relocaliser les industries. Donc c'est pour ça que il est vraisemblable qu'on continue dans les déficits budgétaires avec la volonté de stimuler effectivement ces investissements. Il faut effectivement que ces déficits budgétaires se financent à taux réel négatif pour que finalement on rembourse quelque part en monnaie de singe. Bon. 1% nominal sur le 10 ans allemand, oui, ça nous met des taux réels qui sont toujours négatifs. Proche de moins 2%. Et voilà, très négatifs. Donc, ils ne sont pas à ce stade franchement inquiétant pour la dette, en tout cas. La soutenabilité, comme on dit, des finances publiques. En tout cas, je vais peut-être scandaliser certaines personnes en disant ça, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est adressable. Bon. Avec des taux réels négatifs. On va suivre ça, donc la séquence Fed demain soir, jeudi Banque d'Angleterre, et puis ensuite on se reportera au 9 juin pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Hubert d'avoir été avec nous en plateau pour ce décryptage de marché et quelques éléments sur votre stratégie d'investissement vis-à-vis des marchés obligataires américains notamment. Hubert Lemoine qui était avec nous en plateau, le directeur des investissements de Shelter Prince Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.